Bonjour. L'année 2022 a été une année particulière, tant sur un plan économique que sur un plan financier. Et c'est la raison pour laquelle nous avons voulu revenir sur le sujet avec Pierre. Pierre, bonjour. Bonjour Estelle. Merci d'être avec nous. Alors c'est vrai que cette année 2022 a été notamment marquée par un sujet, le sujet de l'inflation. Une inflation qui était au départ prévue temporaire, une inflation liée à un choc d'offres suite à la réouverture des économies post-Covid. Mais cette inflation est devenue un peu plus structurelle, elle est soutenue par des éléments plus structurels. Et justement, on aimerait savoir ce que tu penses de cet environnement-là. Et d'ailleurs, que pouvons-nous penser aujourd'hui des indicateurs qui montrent un ralentissement de cette inflation, notamment aux États-Unis, et que pouvons-nous en déduire pour l'environnement inflationniste en Europe? Alors d'abord, merci pour ton invitation Estelle. Alors sur l'inflation, qui est effectivement le grand sujet de 2022, ce qu'on peut dire, c'est comme tu l'évoquais, la partie liée au choc, donc choc des réouvertures, mais aussi choc énergétique. Cette inflation-là, et qui est donc par nature conjoncturelle, elle a amené l'inflation sur des niveaux très élevés partout dans le monde, et en particulier en Europe. Elle est en train en fait de se résorber dans certaines zones. En revanche, c'est vrai, comme tu l'évoquais également, l'inflation structurelle est pour nous en train de s'établir. Alors, pour des régions essentiellement liées à la transition énergétique, au repositionnement aussi des économies, je pense qu'il ne faut pas se tromper. L'inflation liée au choc, c'est l'inflation qui nous met à 10%. L'inflation dont on parle plus structurelle, c'est plutôt une inflation à 2 ou 3%. Alors qu'est-ce qu'on peut dire à plus court terme? Probablement qu'aux États-Unis, on est sur le pic d'inflation, ou probablement qu'il est derrière nous. En tout cas, c'est ce que l'indicateur d'inflation générale, qui contient les éléments volatiles, en particulier l'énergie, l'alimentaire, cet indicateur-là commence à confirmer qu'on est effectivement dans une phase de ralentissement de l'inflation. En revanche, l'inflation cœur, celle qui est liée aux services en particulier, continue de progresser. Donc il faut être prudent. L'inflation, probablement aux États-Unis, est en train de ralentir, mais une statistique ne fait pas une tendance. En revanche, en Europe, on n'en est pas encore là malheureusement, puisque à la fois l'indice large d'inflation et l'indice cœur, lui, continue de progresser. Et on pense que l'inflation en eurozone va continuer à progresser jusqu'à la fin de ce trimestre, avec une moyenne à peu près à 10% pour l'ensemble de la zone euro. Alors justement Pierre, cet environnement inflationniste est le principal moteur des décisions des différentes banques centrales. Les marchés cette année ont vécu au rythme des annonces des banquiers centraux et des hausses des taux. Alors que pouvons-nous maintenant imaginer ou anticiper sur cet environnement de hausse des taux et sur les décisions de resserrement monétaire prises par les banquiers centraux? Alors ce qu'on imagine, c'est que les banques centrales vont continuer à monter les taux d'intérêt jusqu'à la fin du premier trimestre de l'année prochaine, pour atteindre en fait un niveau dit de taux terminal, c'est-à-dire le taux maximum qu'elles considèrent être nécessaire pour vraiment juguler le phénomène inflationniste. Aux États-Unis, ça serait proche de 5%, et en eurozone, on imagine un taux terminal à peu près à 2,5%. Ensuite, on va rentrer dans une phase de stabilisation, c'est-à-dire que les taux d'intérêt directeurs, les taux des banques centrales ne vont pas bouger, elles vont essayer de les maintenir et vérifier qu'effectivement l'inflation est en train de se résorber. Et donc ensuite, on a deux possibilités, soit effectivement l'inflation redescend et donc les banques centrales vont considérer que le travail est terminé, soit malheureusement pour elles l'inflation redémarre et dans ce cas-là, on pourrait avoir une deuxième phase de hausse de taux d'intérêt. Notre scénario chez Amundi, c'est que les resserrements monétaires qui sont engagés seront suffisants pour assurer la résorption de l'inflation. Et donc maintenant, on est en train de travailler sur la perspective de la première baisse de taux d'intérêt, qui serait pour la Fed au premier trimestre 2024. Le principal effet attendu de cette hausse des taux dont nous venons de parler, c'est le ralentissement des économies des pays concernés. Alors aujourd'hui, la question est entière. Est-ce que l'on s'achemine vers un ralentissement ou bien une récession bien plus marquée? Le premier constat, c'est que l'économie européenne est déjà en récession. Et il est probable que la récession soit encore plus marquée au premier et deuxième trimestre de l'année prochaine. En revanche, aux États-Unis, l'économie est ralentie par la politique monétaire en particulier, mais on n'anticipe pas une récession marquée, on anticipe plutôt un atterrissage en douceur de l'économie américaine. Et puis enfin, en Chine, on constate que la réouverture de l'économie est en train de se mettre en place et que par ailleurs, le contexte général est plutôt favorable en fait, à une reprise, en tout cas une stabilisation de l'immobilier.
Et donc, pour toutes ces raisons, on anticipe une croissance mondiale proche de 2,2% en 2023, et donc pas une récession, mais plutôt en fait une tendance faible de la croissance. Alors pourquoi est-ce qu'on a ces paramètres? Et en particulier, c'est lié au fait qu'aux États-Unis, le marché du travail reste quand même très tendu, et donc la consommation des ménages est portée en fait par cette bonne tenue du marché du travail. En Chine, c'est les éléments que j'évoquais, et puis une tendance quand même globalement de l'économie chinoise à croître sur des rythmes plus proches de 4-5%. Et puis en Europe, l'Europe qui est quand même très durement touchée par la guerre en Ukraine et la crise énergétique, on constate que les États, les gouvernements ont lancé des politiques fiscales de soutien en fait, qui permettent aux économies de passer finalement ce cap un peu difficile. Donc pour toutes ces raisons, on considère que oui, l'économie mondiale ralentit en 2023, mais qu'elle ne va pas rentrer dans une récession très marquée. En revanche, pour 2024, on peut anticiper un rebond, mais qui ne sera pas forcément un rebond, lui non plus, très marqué du fait en fait, du manque de dynamisme économique de l'année qui va démarrer. Alors dans le contexte que tu viens de nous décrire, Pierre, peux-tu justement partager avec nous les perspectives d'Amundi pour l'année à venir? Est-ce qu'il y a des opportunités à saisir? Et si oui, quelles sont-elles? Alors déjà, le point de départ, c'est que l'année 2022 est une année difficile pour la plupart des classes d'actifs. Donc entre guillemets, on a un peu l'embarras du choix. La question, c'est donc en fait, quelle classe d'actifs choisir par rapport à notre scénario? Alors, de notre point de vue, la première chose à faire, c'est d'augmenter l'exposition en fait, à la partie obligataire du portefeuille, puisqu'on a atteint des niveaux de taux d'intérêt, des rendements donc, qui nous paraissent intéressants, qui protègent un peu quand même aussi contre l'inflation. On a une valorisation relative par rapport aux actions qui nous paraît plus favorable, en tout cas à court terme, sur les obligations. Et puis, autre facteur, en fait, les obligations vont protéger les portefeuilles si le ralentissement économique est plus marqué sur l'année 2023. Et donc, dans ce contexte-là, on va, dans une première phase, concentrer, je vais dire, sur les obligations. En revanche, on essaye de trouver un point d'entrée sur les actions. Bien sûr, les actions, c'est un actif qui permet de jouer le rebond du cycle. Là, ce qui nous manque aujourd'hui, c'est probablement deux choses. La première, c'est que les valorisations aient atteint un niveau satisfaisant pour qu'on puisse, de façon assez sécurisée, revenir. Et puis, par ailleurs, qu'on ait en fait vraiment un ajustement des anticipations de résultats qui sont pour nous encore trop élevées. Mais ça va venir, et donc, on considère que dans la première partie de l'année, il y aura un moment important pour revenir sur les actions. Et puis enfin, sur la dernière partie de l'année, probablement qu'on regardera les marchés émergents ou le crédit à haut rendement, qui sont des actifs qui, en général, dans les phases de reprise cyclique, fonctionnent bien. Donc le message d'Amundi, c'est, on va dire, une prudence tactique. Nous recherchons des points d'entrée sur les actifs risqués et à très court terme, on préfère être exposé à la partie plus obligataire des portefeuilles. Merci infiniment Pierre pour cet éclairage. LCL Banque Privée s'inscrit dans ces perspectives. Nous conservons cette prudence tactique dans l'ensemble de nos mandats. Nous estimons par ailleurs qu'il y aura des opportunités à saisir sur les actions européennes.